L'actualité se focalise sur la réforme du droit du travail, la loi El Khomri, mais l'autre débat, celui qui a précédé ce débat-là, eh bien, court toujours et il court au Sénat. C'est celui de la révision constitutionnelle sur l'état d'urgence et sur la déchéance de nationalité. C'est avec M. Philippe Bas, qui est sénateur Les Républicains et président de la commission des lois au Sénat, que nous sommes ce matin pour en parler. Ah, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans ce studio. Alors là, vous avez commencé en commission l'examen de cette réforme qui a fait couler beaucoup d'encre avant Noël, après Noël, et qui est toujours d'actualité. Les Français ne le savent peut-être pas, on passe d'un débat à l'autre, mais c'est toujours là. Et il y a deux articles. État d'urgence, inscription dans la Constitution, et la déchéance de nationalité, inscription, article 2, dans la Constitution également. Alors on va procéder par ordre. Sur l'état d'urgence, dont tout le monde dit qu'il peut passer comme une lettre à la poste, vous n'êtes pas tout à fait de cet avis-là. Et vous dites que vous avez d'ailleurs adopté plusieurs amendements pour faire en sorte que le pouvoir judiciaire, notamment, reste prééminent dans une situation d'état d'urgence, alors qu'on a entendu jusqu'à présent que le pouvoir administratif prenait le pas. Votre avis ? À défaut que cette révision de la Constitution soit vraiment nécessaire, oui. Il faut au moins qu'elle soit utile. Oui. Quand on révise la Constitution, on ne peut pas improviser. On en prend pour 30 ou 50 ans. Bien sûr. Vous voyez comme c'est difficile de réviser une Constitution. C'est heureux d'ailleurs. On ne la modifie pas la petite semaine. Il ne faut pas avoir la main qui tremble quand même. Mais bien sûr, il faut avoir la main ferme et savoir où on veut aller. Oui. Moi, je sais où je veux aller. D'accord. Et le Sénat sait où il veut aller. Oui. S'agissant de l'état d'urgence, tant qu'à faire que de l'inscrire dans la Constitution, c'est pour donner des garanties aux Français que demain, après-demain, je ne sais qui étant au pouvoir, la Constitution ne permette pas tout et qu'on offre des garanties. Vous pensez à qui ? Je pense que tous les populismes qui traversent l'Europe et qui sont si présents en France, notamment le Front National, alors, peuvent être tentés par l'utilisation d'instruments qui, sous prétexte d'assurer l'ordre, peuvent avoir un impact négatif sur les libertés. D'où la garantie judiciaire que vous voulez absolument préserver. Je veux que l'état d'urgence soit contrôlé par le Parlement, d'abord, oui. Et j'ai prévu des amendements pour ça. Je veux ensuite qu'on ne puisse pas faire n'importe quoi dans l'état d'urgence. Oui. Et nous avons aussi des amendements, l'un de ceux que j'ai fait adopter à la Commission dit qu'il faut que les mesures soient strictement adaptées, nécessaires et proportionnées. Dans l'état d'urgence, on ne pourra pas faire n'importe quoi. Et je veux aussi que, comme le dit la Constitution, nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire est gardienne de ce principe. Je dis que même dans l'état d'urgence, qui est une situation dérogatoire, ce principe doit s'appliquer. D'accord. C'est le cas actuellement, alors qu'on est en état d'urgence ? Ah oui. Oui. Et heureusement, il y a le contrôle du Conseil constitutionnel. Mais je renforce ce contrôle par les propositions que j'ai faites. Ça, c'est l'article 1. L'article 2, c'est la déchéance de nationalité, dont vous dites que son inscription dans la Constitution, pour vous, est anecdotique, mais puisqu'elle est là, il faut en parler. Il faut l'encadrer strictement, dites-vous, et notamment la réserver aux binationaux. Donc on revient au discours du président de la République du mois de novembre 2015. Oui, la déchéance de nationalité, je dis que c'est anecdotique, mais comprenons-nous bien. En même temps, j'ai conscience que c'est un flacon de nitroglycérine qu'on agite et qui peut exploser et faire des déflagrations considérables. On l'a vu à l'Assemblée nationale. Oui. Alors je voudrais ramener le débat à un peu de raison. Aujourd'hui, la déchéance, elle existe. Depuis longtemps, elle existe. Elle existe dans le Code civil ? Oui, on en a eu 5 en 2015, par exemple. Mais elle n'est appliquée que pour des gens qui ont acquis la nationalité française, avec cette idée, au fond, je te donne la nationalité, mais je peux te la retirer pendant un certain temps. Depuis moins de 10 ans, c'est ça ? Alors, c'est 15 ans pour le terrorisme et 10 ans pour un certain nombre de crimes graves. Et là, le président de la République nous a dit, le 16 novembre, il faut étendre la déchéance de nationalité, pas seulement aux gens qui ont eu la nationalité française au cours de leur vie, mais ceux qui sont nés français. Et nous répondons, mais oui, pourquoi pas ? Mais il y a une condition tout de même. Ne créons pas d'apatrides. Donc vous êtes en désaccord avec les socialistes, qui eux veulent l'étendre à tout le monde. C'est quand même... Enfin, je ne suis pas sûr que les socialistes soient tous dans l'idée qu'il faut créer des apatrides, parce que la tradition française est quand même respectueuse
des droits dus aux apatrides. Alors je n'oublie pas qu'il s'agit de criminels odieux, mais précisément, si vous rendez un criminel odieux apatride, on croit qu'on va pouvoir le sortir du pays, mais non, un apatride, vous êtes obligé de le garder parce que le statut des apatrides, c'est que le pays dans lequel il se trouve est obligé de s'en occuper, il a des traités internationaux qui l'imposent. Donc il y a des gens qui se disent, les apatrides, mettez-les dehors comme les autres, mais je ne peux pas. Et donc, je réponds, ne croyez pas que faire des apatrides protégera les Français. D'accord. Alors il y a un détail d'importance, Nicolas Sarkozy et d'autres étaient partisans à ce que cette déchéance de nationalité soit aussi possible en cas de délit, et non pas de crime, de délit relevant du terrorisme quand même. Oui. Et vous, vous êtes hostile à ça. Notre approche, c'est ne permettons pas à qui que ce soit, demain, après-demain ou le surlendemain, de prendre des mesures liberticides. On est très attentifs, nous, au Sénat, aux libertés. Et le délit, ça finit à 10 ans, et là, moi, je veux bien, mais ça commence à 1 an. Il faut, pour la déchéance de nationalité, que ce soit quelque chose de très grave. Et nous avons adopté une autre voie qui va tout à fait dans le sens que beaucoup de mes collègues, de ma famille politique souhaitent. C'est-à-dire que, jusqu'à présent, pour le terrorisme, on classait dans la catégorie des délits, par exemple, l'association de malfaiteurs en vue de commettre un attentat. C'était un délit punissable de 10 ans de prison. Là, ça va devenir un crime dans la loi dont j'ai fait la proposition et qui a été adoptée par le Sénat en février, mais qui est reprise par l'Assemblée nationale dans un texte gouvernemental. Donc, on va, si vous voulez, il faut pas s'exagérer. D'accord, la notion de délit va être... Voilà. Je ne veux pas que pour un petit délit, un législateur de demain puisse faire n'importe quoi. Est-ce que la position du Sénat, où la majorité est une majorité de droite, va pouvoir être conciliable et conciliée surtout avec ce qui se passe, qui c'est le vote de l'Assemblée nationale? Est-ce que le texte, on va arriver au même texte? Pour le moment, le gouvernement n'a cherché la conciliation qu'avec le Parti socialiste. Et on voit que ça a été très difficile. Il ne s'est guère préoccupé à l'Assemblée nationale de ce qu'allait dire le Sénat. Le tour de Sénat est venu et le Sénat délibère à égalité de droit avec l'Assemblée nationale. Je souhaite que l'ouverture d'esprit que le gouvernement a montrée avec le groupe socialiste de l'Assemblée nationale, que cette ouverture d'esprit soit aussi grande avec le Sénat. Or, le Sénat va en réalité beaucoup plus près de ce qu'a annoncé dans son pacte de sécurité le président de la République le 16 novembre dernier que l'Assemblée nationale, qui a mis par terre le texte de l'initiative prise par le président de la République sur la déchéance, en tout cas. Voilà. On ira au Congrès, la France va aller au Congrès, les députés, les sénateurs vont se retrouver au Congrès sur ce texte. Mais personne ne peut le dire actuellement. Et je vous rappelle une chose très importante. Quelle est la pour ceux date qui suivent notre échange, oui. C'est que la règle pour la révision de la Constitution, c'est pas le Congrès, c'est le référendum. Et donc le président de la République a la faculté de convoquer un référendum. C'est pas qu'il ait la faculté, il a la faculté de réunir le Congrès, mais normalement c'est le référendum. Le Congrès c'est l'exception, le référendum c'est la règle. Vous êtes pourquoi, vous? Mais moi je suis pour le référendum, bien sûr. Que les Français, puisque c'est à leur nom, en leur nom qu'on dit qu'il faut réviser la Constitution, c'est leur pacte fondamental, c'est dans la Constitution que l'accord entre les Français est scellé. J'observe d'ailleurs que le président de la République, tout le monde parle du Congrès comme si c'était automatique, alors que c'est l'exception. Mais le président de la République, lui, n'a rien dit. Il n'a pas dit « je ne ferai pas de référendum ». Il faudra, le moment venu, qu'il dise si, comme la Constitution, dans son article 89, le prévoit, il va au référendum, ou s'il a peur du référendum et qu'il préfère rechercher l'accord entre les deux chambres. D'accord. Quand est-ce que l'examen au Sénat se termine, officiellement? La semaine prochaine. La semaine prochaine, d'accord. Nous adopterons en séance les amendements la semaine prochaine et nous ferons le vote solennel le mardi suivant. Le mardi suivant, c'est-à-dire la semaine du 20 mars. Voilà. D'accord. Si on n'arrive pas à quelque chose, à réformer cette Constitution, c'est un échec pour François Hollande? Oui. C'est un gros échec pour lui, d'accord. Mais cet échec est causé par son incapacité à fédérer sa propre majorité, qui a entraîné la remise en cause de la proposition qui a été faite par le président de la République le 16 novembre dernier en matière de déchéance, en s'en écartant radicalement. D'accord. On passe à droite, il y a une primaire pour désigner le candidat qui sera celui de la droite et du centre à la présidentielle.
vous participez à ce débat. Quel est l'homme ou la femme que vous soutiendrez? J'ai été aux côtés de François Fillon quand il a été candidat à la présidence de l'UMP. Je suis à ses côtés pour la préparation de la primaire. Il a fait un travail, je crois que tout le monde le reconnaît. Celui qui en a fait le plus, d'après vous. C'est un travail de réforme extrêmement ambitieux et novateur. La primaire, c'est l'instrument que nous avons inventé pour créer l'union. Aujourd'hui, on ne parle que de la compétition entre les futurs candidats. Mais cette compétition, je suis bien content qu'elle ait lieu pour la primaire et pas pour l'élection présidentielle. Nous serons tous derrière le candidat désigné pour la primaire. Donc vous êtes plutôt favorable à la primaire, alors? Ah, très. D'accord. C'était le talk de Philippe Bas qui nous a dit beaucoup de choses, qui nous a dit que la logique, la règle voulait que pour cette réforme constitutionnelle, le président de la République aille au référendum et que de toute manière, quoi qu'il arrive, si cette révision constitutionnelle n'a pas lieu, ça sera son échec, sa responsabilité, puisqu'il n'aura pas su fédérer son propre camp, c'est-à-dire la gauche. Quant à la primaire, Philippe Bas redit son soutien à François Fillon et il est tout à fait partisan de l'organisation de cette primaire afin qu'il n'y ait plus de division de la droite et du centre à l'élection présidentielle en 2017. Philippe Bas, merci beaucoup. Merci.